Les conditions d'internement, au début souples. On se durcir un peu. Au début, on venait voir mon père avec ma grand-mère. Mon grand-père pouvait pas, il fallait qu'il s'occupe de la clinique. Et d'autre part, il était interdit de séjour à Alger. Les premières visites, avec mon frère, on a pu rentrer dans le camp. On passait la journée dans le camp. Et puis après, il y a eu une tentative d'évasion. Même les enfants ne pouvaient plus entrer dans le camp. Et ils avaient investi une maison du village de Lodi. Et on amenait mon père, on passait la journée avec lui, ou les quelques heures de... Voilà. Mais c'était pas un parloir, c'est les flics surveillaient le tour, c'est tout. Dans ce camp, je veux bien que tu évoques les personnes que ton papa va croiser. Il y a eu Juste Rabot, il a croisé Henri Allègre qui, après les séances de torture, qui est revenu à Lodi pour se faire la cerise et qui soit présentable pour le jugement qui devait avoir lieu. Il y avait d'autres copains dont j'ai oublié le nom, dont un certain Le Clément, qui était une victime de l'OAS en France, c'est-à-dire que l'OAS essayait de traquer tous les anciens partisans d'une Algérie indépendante. On lui a déposé une bombe sur le paillasson, il y a laissé sa peau. Quand nous habitions à Paris, moi je ne pouvais pas me coucher sans aller voir, il n'y a rien sur le paillasson. Je reviens un peu en arrière pour expliquer que j'avais dit que j'étais heureux, malgré ces deux événements, et puis il y en aura d'autres, un peu traumatisants. La vie à Alger avant que je ne sois exfiltré à Oran. J'ai le souvenir d'une grande solidarité entre tous les militants, les journalistes d'Alger républicains. Je pense que André Salem s'en souvient. Les soirées, notamment le samedi, puisque le samedi soir, le journal ne paraissant pas le dimanche, les journalistes avaient une journée de relâche. On montait à la Redoute. Alors la Redoute, c'est quand même un quartier d'Alger, mais assez éloigné du centre-ville. Je ne me rappelle plus du tout comment on montait, parce qu'on n'avait pas de voiture. On se retrouvait, les piliers, c'était les Allègre, Gilberte et Henri, plus leur fils André, qui a mon âge. Les Cohen, qui avaient aussi une maison à côté, donc David Cohen et Christiane, ça c'est les deux grands copains de mon père. Si on rajoute les Hadjadj, Coco Naouri, qui était journaliste Alger républicain, et des séances de rigolade, moi je me rappelle, on était petits avec André, je me rappelle une fois, c'est l'arrivée des verres Duralex incassables. David Cohen qui avait acheté une caisse de verres, et l'un a dit, mais ils sont incassables ces verres? Ah ouais, tu t'essayes, tu vois, ils sont incassables. Il prend le verre, il le jette, paf, le verre il explose dans le sol. Il prend un deuxième, pareil. Ils se sont passés toute la caisse, il y avait du verre pilé par terre, tout le monde était plié en quatre. Je pense que le rosé avait coulé à flot, et ils étaient bien mûrs. Une certaine bonhomie, alors qu'on connaît les conditions effectivement de stress, en tout cas les conditions de travail des journalistes, le fait que c'était des gens qui s'enrichissaient pas par leur travail. Non, souvent, on ne peut pas dire. Il y avait le traitement de mon père, c'est une rentrée d'argent qui était assurée, mais ma mère, elle était payée quand Alger républicain avait de l'argent. Il y a des mois, je pense, où elle n'était pas payée, puis elle était payée à géométrie variable. Comme il y avait une certaine fierté à ne pas demander d'argent à mon grand-père, comme l'ensemble de mes tantes, je pense, et voilà, c'était comme ça. Mais n'empêche qu'il y avait cette joie de vivre, cette dérision, ce second degré, je pense obligé par les événements. Mon père, des fois, m'a emmené à Alger républicain, peut-être avec mon frère certaines fois, voir ma mère, donc on passait dans les bureaux, on allait voir les rotatives, et des fois il y avait l'apéro, je me rappelle, un bistrot qui était de l'autre côté d'Alger républicain par rapport au square La Ferrière qui descendait jusqu'à la Grande Poste. C'était tous les copains. Et après, il y a eu la vie à Oran. Il y avait mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était l'intendante. Mon grand-père, c'était le technicien, c'était le médecin. C'est lui qui s'occupait de tout, aspect médical, bien sûr, des choses. Ancien instituteur, on avait un carnet sur lequel on notait toutes les formules, par exemple, pierre, deux pierres, la surface du cercle, le périmètre du cercle, le périmètre du rectangle. Enfin, je ne sais quoi. Encore chaque fois qu'il y avait des nouveaux, il fallait noter ça. Il y avait peut-être aussi des règles de grammaire. Le matin, avant de partir à l'école, au hasard, il nous faisait une interrogation rapide. Si on ne répondait pas, on le retravaillait le soir au retour. Il avait une bibliothèque extraordinaire, notamment Alexandre Dumas. Il fallait qu'il nous amène aussi un peu de culture, donc les bouquins bien sûr, mais aussi la musique. Donc ça c'était moi ta tasse de thé, de ce que je crois. Alors j'étais pas tout seul, parce que au fur et à mesure de la guerre qui avançait, des tantes qui se sont fait arrêter, des petits-enfants qui se retrouvaient sans parents, sont arrivés à la clinique. Donc il y avait... De ma dernière tante, il y avait deux cousins, deux jumeaux, Jacques et Yves. Il y avait ma cousine Maryse, il y avait ma cousine Claudine. Voilà, ça c'était les piliers. Après, il y en a qui venaient pour les vacances. Il y a ceux du Maroc qui ont aussi fait des stages, mais plus courts que les nôtres. Les piliers, c'était ça. C'était la famille Benchimol et la famille Manaranche. Et donc, ils nous plantaient devant le phonographe et ils nous passaient des disques de musique classique. En nous expliquant ce que ça signifiait. Donc, la traversée du désert de Prokofiev, il nous racontait la caravane qui arrivait, qui passe, qui s'éloigne. Enfin bon, l'esprit n'avait pas le droit de s'évader. J'ai compris bien après que c'était quand même une des vertus de la musique classique.
Mais ça, c'était pas son truc. Il faisait aussi des séances de cinéma. Il projetait des films. On a vu tous les Charlie Chaplin, je pense, les Buster Keaton, tout ce genre de films. Le Ballon Rouge, Crème Blanc, enfin tous ces trucs de l'époque. Je me rappelle de ça, et il y avait tout le monde là. Et tout le monde, de moi qui était le plus grand jusqu'au dernier, tout le monde était scotché, rigolé au gag de Chaplin. Ouais. Non, il savait fédérer. Et j'avais une tante, Paulette, l'avant-dernière des 5 filles. Elle a été libérée et elle faisait des séances, entre autres, parce qu'elle s'occupait beaucoup des enfants aussi. De sa fille, mais aussi des enfants, sa fille Claudine. On faisait des séances de guignol. Donc moi, je lui servais d'assistant. Et il y avait tous les petits qui étaient... J'ai une photo là où ils sont tous alignés en rang d'oignon, les yeux comme ça. Ils y croient, mais alors comme... Mais c'est ce que tu dis, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure d'une enfance, mais finalement heureuse malgré les événements que tu relates. On était très protégés et... innocente. En tout cas, enfin, on nous mettait, par exemple, pour aller à l'école, ou au lycée, après le lycée La Mauricière, moi j'ai été au lycée La Mauricière d'Oran. On avait un chemin à faire, il fallait le faire en un certain temps, et il ne fallait pas en déroger. Et ils nous suivaient dans la rue. Alors moi j'étais plutôt le petit doigt sur la couture du pantalon, mais mon frère, il a tendance à... lui, il s'est fait ramasser plusieurs fois. Et puis bon, par contre là on voyait aussi des horreurs, je crois que, alors je sais plus si c'est mon frère ou moi, mais je crois que c'est mon frère qui a assisté à un lynchage d'un Algérien, pas loin de la clinique là. C'était des moments très, très compliqués, quoi. La clinique était au monument aux morts. Dès qu'il y avait une fête, un jour férié, il y avait le défilé des militaires. Et surtout avant la guerre, ça défilait, il y avait la Légion étrangère à l'époque, je ne savais pas qu'ils allaient assez bien tourner, et avec le bouc et les haches sur l'épaule, et puis le chant de la Légion étrangère, très impressionnant. Quand la guerre est arrivée, les commémorations continuaient, tournées Algérie française en général, et donc on fermait les volets parce qu'on nous jetait des pierres, on savait qui c'était. Clinique Laribert était connu, malgré le fait qu'il soignait aussi bien des Algériens que des Français, que des femmes de policiers ou de militaires, puisqu'il avait une certaine réputation. Alors il y avait le rôle de ma grand-mère, un rôle prépondérant, parce que le grand-père était quand même assez sévère, ça rigolait pas tous les jours, et elle était là quand même pour nous surprotéger par rapport à son mari. C'était beaucoup de douceur culinaire, c'était une excellente cuisinière. La cuisine, c'était quelque chose. Je faisais du vélo dans la cuisine l'après-midi quand il n'y avait plus les cuisiniers, les cuisinières. L'appartement extraordinaire. Donc, on faisait petit, après j'ai arrêté quand même. Il y avait une sorbetière, donc elle nous faisait des glaces maison, des tas de choses, des bons petits plats. Enfin, il y avait le jeudi, la frita, pendant la guerre. 2 de mes tantes, donc Aline, la dernière qui est décédée en juin dernier, et Paulette, qui malheureusement est décédée aussi, qui était une tante avec qui j'avais beaucoup de proximité, ont été incarcérées. Elles sont passées en jugement, elles faisaient partie d'un réseau d'étudiants communistes et elles ont hébergé des personnalités qui étaient recherchées. Elles ont été arrêtées et elles ont été à la prison d'Oran. J'ai eu l'occasion d'aller avec ma grand-mère une fois ou deux, voir les deux peut-être, je ne sais plus comment je me rappelle du parloir, tout ça, c'était très impressionnant quand même. Elles étaient avec des Algériennes qui ne pouvaient pas cantiner, et la famille était loin. Ma grand-mère pouvait amener des couffins de victuailles. On préparait des couffins, je me rappelle, des soirées où on cassait les noix et les noisettes, parce qu'il ne fallait pas qu'elles soient en coque, il fallait que ça soit les cerneaux uniquement, ou la noisette... Et toute on a l'impression de participer à quelque chose. Après le démarrage de l'insurrection, mon père m'a amené à Blida. Un collègue qui avait été... je ne sais pas si c'est son service militaire, et il a été attaqué par quelqu'un du FLN, j'imagine, et il s'est reçu des coups de couteau. Mon père m'a amené, je ne sais pas pourquoi il m'a amené, franchement. Il pouvait peut-être pas te laisser seul, sans doute. Il ne pouvait pas me laisser seul, mais du coup, c'est un truc qui m'a vachement... un peu traumatisé, le gars il était pas en forme. Et au lycée, moi je me rappelle, quand mon père a été arrêté, j'ai fait la fin du CM2 à Oran, et ensuite je suis rentré au lycée La Mauricière, j'ai fait 6e, 5e. On m'avait repéré comme étant le fils du docteur Laribert, et je me suis fait insulter. Bon, du coup, on a traité mon grand-père de nom d'oiseau, et je me suis battu, donc je suis arrivé avec un œil au beurre noir.
Et mon grand-père voulait absolument pas qu'on réagisse à quoi que ce soit. Ça s'est vraiment accéléré en 61, parce que mon frère était exfiltré avec ma grand-mère. Ils avaient acheté un appartement à la Varenne, Saint-Hilaire, dans un immeuble où vivaient déjà deux de mes tantes, Simone et ma tante Paulette, et mes cousins et cousines. Et mon frère, donc, on l'a récupéré. On habitait Morsan-sur-Orge à l'époque, à la clinique. En fait, il est resté de moins en moins de malade, bien sûr, puisque les attaques, l'OS, pendant les gens ne pouvaient plus venir chez mon grand-père. Donc l'OS s'est déchaîné, fin de 61, début 62, et ils ont mis des bombes incendiaires, des bombes incendiaires sur les appuis des fenêtres du rez-de-chaussée. Il y avait du monde dans cette clinique? Alors il y avait mon grand-père et sa sage-femme, et une malade, une patiente qui était sur le point d'accoucher ou qui avait accouché, je me rappelle plus bien. Donc quand ça a pris feu, il a appelé certains nombres pourront modifier ce que je dis, mais moi c'est les souvenirs que j'ai. On a appelé la police, je pense, ou les pompiers, je ne sais plus, et on a dit il n'y a pas de problème, on va venir pour récupérer la patiente que vous avez, mais vous et votre sage-femme vous débrouillez. Mon grand-père et la sage-femme ont pu se mettre à l'abri, protégés par les militaires, et qui le lendemain les ont évacués à la Seigneur en voiture blindée et sur la France. Mon grand-père ensuite a été médecin-chef du dispensaire de Saint-Denis, en région parisienne. J'étais en vacances en Bretagne chez des amis, et puis je ne sais pas pourquoi, il y a un gars qui achète François. Sur la première page de François, il est marqué « Le petit docteur est mort ». Et c'était Jean-Marie Laribert. Il avait un appartement au 8e. Il y avait des vitres comme ça, là. Il y avait une table en formica, il a mis des papiers journal pour nettoyer ses vitres. Il est monté en chaussettes. Oh non! Alors, un cousin me dit qu'il y a une version aussi qui aurait été poussée. Je ne sais pas pourquoi, les oncles et les tantes ne devaient pas être sur Paris, ou je ne sais pas pourquoi. Ma mère a appelé mon père quand elle a su. Et c'est mon père qui est venu la chercher, qui l'a amené à Saint-Denis. Mon père, il est libéré, je crois que c'est le 19 juin. Sans avoir jamais eu la moindre type de procès ou de jugement? Non. Enfin, les détentions pouvaient être arbitraires, pas de souci. Daniel, qui est le dernier des oncles qui a disparu il y a quelques années, était dans un camp très sévère à Berouaga. Il est relâché, on lui dit « Vous avez une semaine pour quitter l'Algérie ». Donc il a fait un saut là où nous habitions. L'appartement n'était pas occupé. Il a récupéré quelques affaires. Il est venu à Oran. On est assez fiers de le retrouver et soulagés surtout. Donc une semaine après sa libération, on prend l'avion pour Paris. Et là on est accueillis par, il y avait ma grand-mère, il y avait mes oncles et mes tantes qui nous ont beaucoup aidés aussi à atterrir, à se retourner. Pendant que mon père était en détention, son traitement a été divisé par deux. On arrive à Paris. Mon père était très copain avec un géographe qui s'appelait André Prenant. C'est un gars qui a fait une thèse sur l'Algérie, il n'a jamais fini. Donc ils nous ont prêté leur appartement au Plessis-Robinson. André Prenant était le fils de Marcel Prenant, une figure de la résistance, c'était le chef des FTP de la région parisienne. Et accessoirement, il était prof de biologie à la Sorbonne. Et il dit à mon père, on recherche des assistants, mais il faut que tu aies ta licence. Donc il lui restait 2 certificats de licence à passer. Il a passé géologie et paléontologie. En 59, mon père, il avait 40 ans. Et donc il a repris des études. On s'est retrouvé à Sainte-Geneviève-des-Bois et l'année d'après à Morsan-sur-Orge, dans un HLM. Il accueille quand tu arrives? Alors l'accueil était mitigé. Bon, on est arrivé, ils pensaient que tous les pieds noirs, c'était des colons, des gros colons. Voilà. En Algérie, j'étais premier prix de récitation. Et en arrivant à la première récitation, 0, 2, je sais plus, je la savais pourtant. Elle me dit, maintenant, on ne dit pas Jeanne, on dit jaune. Mon père passait 2 certificats. Moi, j'essayais de m'autonomiser parce que du coup, on passe d'un truc, on est super protégé. Vous êtes livré à vous-même. C'était un peu compliqué, mais bon, les résultats scolaires, je n'ai jamais été un né brillant, donc ça fait tout. J'essayais de ne pas avoir dans... Mais tu avais décollé, quoi. C'était plus les notes de ton arrivée où on te disait... non, mais j'étais pas... Voilà, j'étais moyen. De mieux faire, parce que j'ai beaucoup entendu ça. Arrive
Une bonne nouvelle pour une fois. Mon père, un jour, rentre, il me dit « On va me payer les demi-traitements qu'on m'a pas donné pendant 2 ans et demi ou 3 ans. » Donc il a appelé ça le million de Lacoste, parce que c'est Lacoste qui avait mis son veto à ce qu'il ne touche pas la moitié de son traitement. Donc je me rappelle, il est allé à l'époque à la perception de Versailles. Il était mort de trouille parce qu'il fallait revenir avec 1 million. Tu m'étonnes. C'était pas un chèque, hein, c'était des billets. Hein. Il est revenu avec sa sacoche. Et avec ça, il nous a... Bon, il a remboursé l'argent qu'il devait. Peut-être à maison qui est tante, je ne sais plus, et à mon grand-père, parce que mon grand-père, je pense, nous avait aidé. Il nous a habillés de pied en cap, et je pense même avec ce million, il a pu acheter une 2 chevaux quelques années quand il a eu son permis. Nous, on s'est retrouvés beaucoup seuls avec mon frère. Alors lui, il était des fois ingérable, mais bon, il était plus jeune. Puis ce qu'il avait vécu, bon, ça lui servait un peu de... Oui. Bon, en fait, en même temps, c'était avéré, hein, c'était très dur pour lui. Je me rappelle quand même, donc un jeudi après-midi, quelqu'un qui frappe à la porte et qui voulait savoir, avoir des renseignements sur notre mère. C'est des renseignements généraux, je crois, la DST. Et puis bon... Puis de toute façon, tu n'avais pas plus de nouvelles. Non, je n'ai pas de nouvelles, je ne peux pas lui en donner. Hein. Voilà, tu pourrais donc c'était avant 62, donc c'était 61. Et puis, cette histoire de bombe, donc du copain de mon père, le Clément, qui habitait à Alençon, je crois, et qui lui avait déposé une bombe sur le paillasson ou devant sa porte. Enfin, il a laissé sa vie. Hein. Donc ça, c'était anxiogène. Et oui, parce que vous y être visé. Tous les jours, j'allais voir sur le paillasson avant d'aller me coucher s'il n'y avait rien. Quoi. Et ça m'est arrivé bien longtemps après. C'est fou, ça. Hein. Là d'ailleurs, il faut fermer la porte à clé le soir. C'est des trucs. Il y a des choses si ça limite à ça, c'est pas grave. Mais après, une aversion pour tout ce qui est uniforme, les flics notamment en France. Mais ça, je pense, ça vient de là. Parce que ma mère, en 62, revient à la surface et elle annonce son arrivée en France. Donc, je me rappelle avec mon frère, on avait fait des trucs, on avait pendu des choses dans l'appartement. Fou de joie. Elle arrive, ça se passe bien. Mon père, parallèlement, une fois qu'il a eu ses 2 certificats de licence, Marcel Prenant a confirmé la proposition qu'il lui avait faite. Il devient assistant de la fac des sciences de la Sorbonne, probablement un des plus vieux maîtres assistants. Il attaque une thèse pour être docteur en sciences. C'était sur les acidies. Les acidies, c'est des bestioles qui pompent l'eau de mer, qui gardent le plancton, qui rejettent. C'est comme des violets. En fait, c'était surtout basé sur des techniques d'histologie. Or, mon père était daltonien, donc il se rend compte qu'il ne peut pas mener sa thèse à son terme. Donc il va revoir Marcel Prenant, j'imagine. Je ne sais pas s'il était encore là ou s'il était parti. Peut-être De Villers après qui a pris la suite de Marcel Prenant. Et il le branche sur les annélides de polychète. C'est des vers qui vivent dans le sable, au bord de mer. Il allait chercher ce matériel à Roscoff. Ces bestioles, on leur coupe le cerveau, ils se régénèrent. Et il travaille dans cette station biologique l'été, et après il a fait un enseignement en septembre. J'ai retrouvé des étudiants de l'époque qui m'ont... Enfin, j'ai retrouvé une fois, je suis tombé sur une fille qui m'a dit « Ah, mais vous êtes vous ne saviez pas le fils de Robert Manarand ?» Je dis « Oui. » Il m'a dit « Ah, mais je l'ai eu comme prof, sensationnel. » Je veux bien croire. Il adorait ça, transmettre et tout. Ma mère arrive, c'était l'été, et on part à Roscoff. Et ma mère, je me rappelle, m'avait emmené voir les oiseaux d'Hitchcock. Depuis ce jour, je ne peux plus toucher un oiseau. Elle n'avait plus trop les codes de... Oui, elle a quand même été absente un bon moment, donc vous avez grandi. Mais enfin, elle n'était pas prise. Tout d'un coup, ça a été des déluges d'amour. On rattrape j'ai eu du mal. Mon frère encore plus. On rattrape pas le temps perdu. Et on revient à Paris, et là, on a une chose à vous dire. Vous venez dans la salle à manger, on y va. Voilà, on divorce, on se sépare. C'était très très dur. Elle veut qu'on vienne avec elle. Alors mon père résiste, il dit non, hors de question. Je les ai élevés, voilà, et non. Puis la perspective que vous repartiez en Algérie, Algérie dans le contexte, exactement. Non, pas d'accord. Bon là, il y a une... Bon, après, ils ont été au divorce. Donc ton père refera sa vie et il reviendra en Algérie? Une fois. Il a été invité, il me semble. Ils ont été avec Rachel. Mon père, il explique sa biographie. C'était plus son pays. L'Algérie était indépendante, c'est ce qu'il souhaitait. Il parlait pas l'arabe. Il trouvait que c'était inconcevable de vivre dans un pays où il y avait une religion d'État. Lui, il était agnostique. Il avait refait sa vie en France. Aucune raison de... Il avait réussi professionnellement. Il avait réussi à prendre le virage. Oui, il a eu d'ailleurs un très beau... Il a eu un parcours professionnel plus qu'honorable, parce que il partit de loin, il arrive... Il est maître assistant assez rapidement,
je ne sais pas s'il était maître de conférence peut-être, mais il était reconnu par tous ses pairs, etc. Et à un moment, il y a eu c'était les professeurs par élection de ses pairs. Et au moment où se présente une fenêtre de tir pour passer professeur, il n'est pas loin de la retraite. Il y a les lois Sonné-Saïté qui arrivent à ce moment-là, qui changent les règles du jeu. Tout le monde disait Malarrange, bon, pas de problème, donc on peut lire d'autres personnes. Et en fait, tous les postes sont pris quand on dit, et même Narange, trop tard, tous les postes ont été pris, on ne peut plus le... Or ça lui a fait ficher un coup. Je me rappelle le soir, les gens l'appelaient pour le féliciter. Pensant que c'était tellement évident que... Alors là, il a attendu la dette à la retraite, il a commencé à travailler à 17 ans, donc, ou 16 ans, je ne sais plus. Et il est parti à la retraite. Il avait passé sa thèse entre-temps. Du coup, il s'était branché avec des neurophysiologistes, et notamment une équipe qui travaillait dans le campus de Gif-sur-Yvette, qui s'appelait l'équipe d'Israël. Israël, c'était le directeur de recherche, donc il a bossé là pas mal de temps. Il travaillait sur le circuit de l'influx nerveux, et parallèlement, il travaillait avec une équipe à Salpêtrière, qui était une grosse équipe de neurosciences, qui eux-mêmes aidaient une association qui commençait à poindre, qui était l'association française pour la myopathie, et qui cherchait à un moment donné un directeur scientifique, et mon père s'est proposé, voilà, et il a rencontré Barato, qui était le président de cette association, voilà, et ensuite il a été directeur scientifique, c'est-à-dire que c'est lui qui préparait les dossiers pour dispatcher l'argent du Téléthon pour tel ou tel, en fonction des politiques, des objectifs qu'ils avaient. Hein. Il ne faisait pas ça dans son coin. C'est surtout qu'il partait de rien. Donc c'est lui qui distribuait cet argent. Puis après, donc il faisait beaucoup de vulgarisation auprès des médecins. Il faisait une lettre mensuelle, il me semble, de vulgarisation auprès des médecins. Et après, c'est créé le Généton à Évry, dont il a été le premier président. Puis il a donné sa démission quelques temps avant de mourir d'un cancer. C'est quelqu'un de bien. Sacré bonhomme, comme dit, les chiens font pas des chats. Alors Camille Haribert était le frère cadet, je crois. Je ne sais plus si c'est cadet ou lui aîné, de mon grand-père. C'est une personnalité communiste, membre de l'internationale, je ne sais plus laquelle, du congrès de Tours. Du congrès de Tours également, vraiment une personnalité. Je ne s'entendais pas avec mon grand-père, enfin du temps où je l'ai connu, ils étaient en froid, on va dire. Mon père a fait la guerre, il a été mobilisé. Et puis, alors c'était, je ne sais plus à quelle époque, peut-être en 42, où il a été il voulait être pilote de chasse. Donc, et puis manque de peau, il était daltonien. Donc il n'a pas pu. Donc il s'est retrouvé au deuxième bureau, je ne sais plus quel numéro de bureau c'était, mais enfin ceux qui faisaient les faux papiers, etc. Et un jour il a vu passer les faux papiers destinés à Camille, il a reconnu la photo quand même. Et en fait, Camille, on lui faisait des faux papiers pour qu'il soit... Je crois qu'il est parti en sous-marin d'Alger pour être débarqué sur les côtes espagnoles, me semble-t-il. De là, il a gagné, Giraud lui a donné la mission d'aller contacter les maquis de résistance du sud-est de la France. En 1969,
J'ai fini mes études d'industrie laitière. Je suis obligé de faire mon service militaire. Je demande la coopération. Jules Molina, qui est un ami de ma mère, est directeur d'une laiterie à Oran, qui s'appelle la Clos, centrale laitière d'Oran. Ce fut une coopérative, puis après ça a été nationalisé par les... Ma mère s'est remariée avec Bachir Adjali, qui était le secrétaire du Parti communiste algérien, avec qui elle a passé toute la clandestinité. On allait voir ma mère pendant les vacances. Les premières années, ça s'est plutôt bien passé. Comme il y a le coup d'État de Boumedienne en 65, le Parti communiste est à nouveau interdit. Bachir, qui a échappé aux Français, est arrêté, torturé et mis en taule à Annaba. Et après, il a été mis en résidence surveillée à Incefra. On m'a demandé, le patron donc, qui avait là, mais sous l'impulsion, je l'ai appris de Molina, qui était entre-temps qui était monté au siège de l'Onalé. Il voulait lancer un fromage. Donc on a fait ces essais. Assez vite, on s'est rendu compte que le milieu des coopérants à Oran, il y avait un resto où tout le monde, donc on allait manger parce que c'était pas cher et ils faisaient de la bouffe un peu française. Mais c'était vraiment insupportable. Insupportable. L'esprit de... néocolonialiste. Ouais, c'était vraiment... Oh. Donc, ma femme de l'époque n'était pas militante dans l'âme, mais c'était insupportable. On habitait à Gambetta, un ensemble d'immeubles qui... On était les seuls Européens. Malgré le fait qu'elle ait été absente de vos vies pendant un moment, les liens se sont renoués naturellement avec ta maman. Avant 65, on a, avec les enfants de Bachir Adjali, là, on allait, je me rappelle qu'on allait à Bellecour dans des gargotes, et on se faisait des entrées de gargotes, c'était magnifique. Voilà, 69, donc service militaire. À la fin de ta coopération avec l'Algérie, tu rentres en France. Oui. Ma maman vient, vient, des fois avec Bachir, mais qui commence déjà à être malade. Après, je suis retourné en 82 avec une amie. Qu'a-t-elle en parlé hier? On est allé à... donc on ne sait plus trop où, mais... Oui, j'ai pas réussi. On n'a pas réussi à comprendre, donc je pense que c'était en Kabylie, mais c'était en Kabylie, c'est sûr, mais je ne sais pas où. Et on a... Avec mes cousins, là, c'était vraiment un bon moment. On a passé un bon moment, c'était très, très sympa. J'ai voulu revenir vers, il me semble, vers 88. Il y avait des révoltes étudiantes en 88. Oui, exactement. Puis après, elle est terminée, parce qu'après, il y a eu les années tournées. Parce que décennies noires, c'est... j'ai failli y aller pour... Bon, après, ma mère, voilà, la pauvre, elle a navigué de... J'avais une vie un peu libre. De patachon. De patachon, Elle a vécu, c'était pas compatible avec la vie que je menais, donc bon, elle venait à la maison. Mais, elle retournait quand même de temps en temps en Algérie. Ah oui. Après, alors, je sais pas, elle n'a pas dû y retourner avant la fin des années... De tourmente. La fin du siècle, je pense à partir des années 2000. Et elle faisait des allers-retours, c'est ce qui lui a valu d'ailleurs qu'elle perde sa carte de... Parce qu'elle avait une carte de séjour, il fallait qu'elle reste 6 mois en France. Elle a perdu ses droits. Elle est restée en Algérie plus longtemps, elle a perdu ses droits. C'était un casse-tête administratif, comme beaucoup le connaissent. Voilà, et puis elle a fini sa vie ici. Voilà. Elle a souhaité être inhumée. Pas trop dit. Oui, pardon, c'est vrai, n'importe quoi, elle est incinérée. Elle a été incinérée. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle aurait voulu, mais c'était compliqué. C'était ça l'histoire. Il y a, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, je veux bien qu'on évoque encore. Mais elle n'a jamais évoqué, pour revenir à ça, elle n'a jamais dit je veux ça. Donc vous avez fait en fait. Non, mais elle était d'accord en plus pour être ma vie, qui m'incinère. Elle ne voulait surtout pas qu'on... Mais je pense que si on avait pu, elle aurait bien aimé être inhumée. Et enterrée à côté de son mari. Mais ce qui était impossible en Algérie, le consul d'Algérie de Nice m'avait dit, mais si vous voulez ramener les cendres en Algérie, il est venu à l'enterrement, à l'inhumation, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, je dis pourquoi pas. Et puis après, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas être à côté de son mari. Donc, bon. Dans ton investissement, encore plus depuis que tu es à la retraite, l'Algérie fait partie de tes préoccupations. Absolument. Et elle en fait d'autant plus partie que tu t'es
tu as fait participer en 1997 à un collectif. Alors en 1997, Madame, alors je ne sais plus, c'est peut-être en 96, Madame Maigret. Madame Maigret, Oui, donc qui est à l'époque de mémoire maire de Vitrolles parce que son mari est inéligible, tient des propos xénophobes dans un journal allemand. Et pour des raisons dont je ne me souviens plus, les associations antiracistes, etc., ne peuvent pas l'attaquer, je ne sais plus pourquoi. Donc il y a un collectif qui se forme autour de Maître Mola, avocat à Marseille. Donc c'est des réseaux, et en fait, je crois qu'on est 800 collectivement à attaquer Madame Maigret pour propos xénophobes, racistes, etc. Et voilà, et donc le jugement a lieu, je ne sais plus, en mai ou juin 97, à Aix-en-Provence. Et donc je prends un jour de congé parce que bon, je travaille dans une grosse boîte à Marseille. Je n'ai pas envie de faire la pub, d'expliquer pourquoi. Bon, puis normal que je prenne un jour de congé. Hein. Mais enfin, j'y vais incognito, je veux dire, j'en parle à personne. En tout cas, tu souhaitais être présent. Voilà. Je souhaitais être présent parce que voilà, c'est un acte militant, l'aboutissement d'un acte militant. Et en fait, pour la petite histoire, j'arrive au tribunal d'Aix, je vois du monde qui rentre dans le tribunal. J'y vais tranquillement. Et puis, on me demande, vous êtes plaignant ou vous êtes proche de Madame Maigret? J'ai dit non, je suis plaignant. Ah ben c'est pas votre porte, là c'est la porte pour le Front National. Donc je me tire, je vais à la porte, etc. Bon, pour finir avec cette anecdote, c'est qu'en fait je vois pas, mais il y a des caméras qui filment mon arrivée au tribunal, qui vont passer au journal télévisé. Le soir même. Et le lendemain, j'arrive au travail, je fais le tour j'avais un service un laboratoire. Et je fais le tour des gens, comme tous les matins, en plaisantant avec les uns, en demandant des nouvelles à un autre, etc. Et j'arrive à un gars qui s'appelait Habib Turki, qui était d'origine syrienne, et qui me fait la gueule, alors que d'habitude il était plutôt avenant. Donc je vais voir mon ex-belle-fille que j'avais pris en stage dans le labo. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à Habib? Il me fait la tour. Il me dit, figure-toi, qui t'a vu hier à la télé, que tu rentrais avec le Front National. Il est persuadé que tu es. Donc, effectivement. Donc j'ai été le revoir. Je dis, mais non, disons m'a dit ça, mais c'est pas vrai. Ah, chef, ça va. Comme quoi, effectivement, la responsabilité des médias dans des quiproquos. Et donc, je finis par rentrer dans son tribunal où les gens du Front National étaient dans la salle du tribunal. Ils avaient organisé la cour du tribunal avec des écrans de télé et des bancs, je crois que c'était des bancs pour qu'on puisse assister voilà, les séparations. Voilà. D'ailleurs, ça n'a pas empêché monsieur et madame Maigret de venir nous toiser avant le début du truc. La belle affaire. Bon, elle s'est fait condamner quand même. Oui, important. Bon, et dans cette cour, je retrouve quelqu'un que j'avais connu chez mon cousin, qui s'appelait Françoise à l'époque, Mattéoli. Voilà, que j'avais je l'ai rencontré chez mon cousin comme ça, et puis je m'assois à côté d'elle, je dis, tu vas se rappeler de moi, on discute, et on a passé une partie de la journée ou de l'après-midi ensemble, quoi. Pas suivre le procès. Vous n'avez pas suivi le procès? On l'a suivi quand même, mais on a beaucoup parlé. Je taquine, Pierre. Et voilà, en sortant, on va boire un pot avec une copine qui était là aussi, puis on se quitte, et j'oublie de lui demander, parce que bon, j'oublie de lui demander son numéro de téléphone, et il se trouvait que je partais pour mon boulot aux États-Unis
La semaine d'après, le procès devait être le vendredi, et le dimanche je partais. Il fallait que je sois à Roissy. Pourquoi j'étais... Ah oui, non, mais je travaillais à l'usine de Marseille. Et donc, voilà, je pars, puis je reviens. Ma mère était à la maison, tout ça. Et puis, je voulais essayer de retrouver donc, cette fille qui s'appelait Françoise Matteoli. Et puis, ma mère me dit ah oui, mais... Je lui dis, mais elle a appelé. Elle me dit, oui, elle a appelé. Et je dis, t'as le numéro? Elle me dit, non. Ça continue. Bon, finalement, j'arrive à revoir ses coordonnées par la femme d'un cousin qui la connaissait, enfin, mon cousin, je crois, ou sa femme qui la connaissait. Et j'arrive à la joindre. Et voilà. Et c'est ma femme maintenant depuis 27 ans, je crois. Oui, 98. 98, 27 ans. Le fait qu'elle ait un lien, elle aussi, avec l'Algérie, a peut-être sans doute participé à ce que... Oui, elle est issue d'une mère espagnole, père corse, communiste, surtout le père, la mère aussi, je pense, mais bon, elle est plutôt suivie sur le coup. Mais lui, il était vraiment militant communiste, il a beaucoup milité à la Seine aussi, il a été... à un moment, le maire a été destitué, il a été président de la commission spéciale qui prend le... C'est ça, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, c'était un militant reconnu, etc. Il se trouve que ton beau-père avait croisé, déjà vous connaissez? Il connaissait mon grand-père, parce qu'ils étaient d'Oran. Ma femme est née à Oran en 1950. Et il connaissait... Mais sa mère voulait accoucher à domicile, puisque ça se faisait à l'époque, ce que nous a dit Françoise hier. Mais son père aurait bien voulu qu'elle accouche chez mon grand-père. Là, quand je suis arrivé dans la famille, qui n'était pas une famille du côté de sa mère, qui n'était pas une famille communiste, avec qui on a encore des rapports. On voit sa cousine régulièrement. Et alors, vous êtes le petit-fils du docteur Larivière, c'était une horreur. Tu te rends compte. Mais même maintenant, il y a un gars que j'ai rencontré chez qui j'ai été logé lors de l'AG de notre association, parce qu'il y a aussi l'association après, qui habite Toulouse et qui lui était directeur du CHU d'Oran, qui s'est pris une balle dans la jambe d'ailleurs de la part du fils. Il boite encore, hein, donc il peut plus. Et qui me dit ah bon, tu es le petit-fils du docteur. Sa femme est médecin aussi, donc elle connaissait aussi. Bien sûr. Et puis le nom de Laribert est passé dans la postérité à Oran, pas que chez les anciens. Le fait que même encore maintenant. Donc, voilà, c'est ça. Puis la clinique a été rebaptisée, avait été débaptisée puis rebaptisée. Voilà. Donc voilà, et puis dans les années 2000, bon, j'ai pas été à la fondation de l'association, mais dans les années 2000, je crois que j'ai adhéré dans les années peut-être 2015, ou peut-être un peu avant, peut-être un peu après, il faudrait demander à la trésorière. J'ai adhéré à une association qui s'appelle l'ANPNPA. L'Association nationale des pieds noirs progressistes et leurs amis. Voilà, dans un premier temps, j'ai suivi de plus ou moins près les activités de ça, les combats, les activités de l'association. Et puis, lors de l'Assemblée générale d'il y a bientôt 4 ans, je pense. Ouais. À Toulouse, je suis rentré au conseil d'administration de cette association, puis lors de la dernière assemblée générale, je suis trésorier adjoint et membre du bureau de l'association. Donc voilà. Et donc c'est une association qui m'a... Je suis content d'être là parce qu'en fait, c'est des gens qui sont encore les pieds noirs progressistes, bon, une espèce en voie de disparition forcément, puisque moi je suis peut-être un des plus jeunes, mais j'ai quand même bientôt 79 ans. C'est des gens qui ont vécu en Algérie,
pas forcément communiste, de famille communiste comme moi. Hein, moi, très jeune, on m'a expliqué qu'il fallait pas, que les gens étaient tous égaux. Mais eux, pas forcément. Mais ils ont vu ce que c'était que le racisme, l'oppression, la colonisation, etc. Ils en sont sortis encore plus armés, plus militants et plus convaincus qu'il fallait combattre ces vers pernicieux. Voilà, et donc je suis très fier d'avoir été accepté parmi eux et d'en faire partie. Oui, parce que les associations, en plus on est dans le sud de la France, région qui a accueilli beaucoup de rapatriés à partir de 59, encore plus en 62. Effectivement, il y a beaucoup sans doute d'associations auxquelles tu aurais pu prétendre adhérer, mais c'est la seule à laquelle tu adhères et dans laquelle effectivement tu te ressembles. Tout à fait en accord avec ce qu'ils font. Bon, moi j'ai pas de passé militant. J'étais un militant sportif dans les mouvances de sport pour tous à Marseille. J'étais secrétaire général d'un gros club omnisport dont le président était communiste aussi et qui m'a beaucoup apporté. Mais voilà, donc moi c'est vrai que souvent je suis un peu en retrait parce que j'adhère tout à fait à ce qu'ils font et c'est... Voilà. Et bon, Jacques Pradel c'est un exemple... Enfant de Tiaret. On aurait tant et tant d'autres choses encore à dire. On a parcouru déjà un beau parcours de vie parce que effectivement, on ne pouvait pas parler de Pierre Manarange sans évoquer Robert Manarange et puis Lucette Laribert et leur parcours de vie, pas toujours facile, pas toujours, mais en tout cas des gens qui doivent passer dans la postérité et qui font partie de notre Algérie à nous. Quand tu penses à l'Algérie, si tu dois penser à une ville algérienne, laquelle te vient à l'esprit là tout de suite? Une image d'une ville. Oh, je pense à Alger quand même. Ouais. Parce que j'ai trouvé que Alger c'était une très belle ville. C'est une belle ville. Oran, c'est un peu moins... Ouais. J'ai beaucoup vécu à Oran, beaucoup vécu à Alger, mais Alger, bon après, les enfants de la guerre, moi j'ai jamais joué dans la rue, que ce soit à Alger ou à Oran. Dans un premier temps j'étais trop jeune, après c'était la guerre. Tout de suite, l'inquiétude de nos familles. Donc, hyperprotection, comme on l'évoquait. Voilà, et après l'hyperprotection, donc on n'a pas... Mais Alger, moi je me rappelle, les balades, justement, là, cette émulation, cette solidarité entre tous les copains de mes parents. Ah ouais, ça c'était génial. C'est génial. J'ai essayé de le reproduire d'ailleurs dans ma vie. Oui. À certains moments, j'ai réussi. On reproduit, on cherche toujours à reproduire les schémas qu'on a connus. Voilà, ça c'était vraiment. Puis les balades avec mon père. Parce que je pense plus à mon père, c'est vrai, parce que ma mère était prise par ailleurs et même quand elle n'était pas en clandestinité, elle n'était pas toujours présente dans le. Voilà. Un plat? Un plat, qui te manque. Si tu pouvais, là, tout de suite, par une opération de cet esprit, faire apparaître un plat. Ta grand-mère, d'ailleurs, maternelle était excellente. Excellente cuisinière. Alors, les patates, les pommes de terre duchesse de ma mère, je crois. Voilà. La glace à la sorbetière de la vanille. C'est un parfum ayant travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai beaucoup travaillé sur les parfums, etc. Mais là, c'était vraiment un truc... je ne sais pas si une fois, pour faire un yaourt, on avait trouvé un arôme vanille qui ressemblait à celui-là. Qui se rapprochait, mais c'était pas... C'était pas celui-là, tout à fait. Ah ouais, c'est... Alors les têtes de mouton, peut-être pas quand même. Je cherche une viande. Mais mon grand-père adorait faire ça, qu'on lui fasse ça, parce que c'est donné un ordre, il fallait faire. Certains dimanches de fête, c'était la tête de mouton. Je m'y suis essayé. Je n'ai pas tenté, moi. Mais par exemple, ma mère faisait des beignets de cervelle. Oh, c'était génial. Mon frère, il adore ça aussi. C'est vrai. Dans cette transmission qu'on a collectée aujourd'hui, sur laquelle tu as déjà écrit, c'est important, tu le fais aussi déjà pour partager, mais pour aussi que tes enfants connaissent l'Algérie, on l'a évoqué en off hier, mais c'est aussi parce qu'il est important pour toi que tes petits-enfants
sachent d'où tu viens. S'ils veulent. Enfin, important, je ne sais pas si ça... Enfin, Oui, mais tu as la force, tu évoquais au début, tu sais, Pierre, l'importance de ton grand-père oui, je sais. maternel, tout ce qu'il t'a donné comme valeur, c'est une manière de transmettre aussi. Oui, mais par exemple, bon, mon fils, lui, son rêve, c'est qu'on retourne faire un voyage en Algérie. Donc ça, c'est pour ça que j'aimerais le faire pour lui, quoi. Oui. Voilà. Ma fille, elle est moins, je pense qu'elle reste sur les souvenirs qu'elle a, où elle est restée enfermée, etc. Elle est moins là-dedans. Alors je pense que ça va lui... Je pense que ça va lui... J'espère la motiver, l'encourager. Ça va la stimuler un peu parce que, voilà, bon, j'aimerais qu'elle... Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Samia.